c'est une chanson de Jérôme Minière qui est tirée de la bande sonore du docu-fiction Le 8e étage, jour de révolte. Alors, vous savez que c'est aujourd'hui que commence le Festival de cinéma de la Ville de Québec, ce soir plus précisément, et il y a un des films qui est présenté aujourd'hui, qui est donc ce long-métrage-là de Pedro Ruiz, qui s'intitule Le 8e étage, jour de révolte. C'est un portrait du felkiste Jacques Langto avec un zoom très particulier sur ces 3 années et demie que M. Langto a passé à Cuba de 1970 à 1974. Alors, Jacques Langto faisait partie de la cellule du FLQ qui était responsable de l'enlèvement de Richard Cross, le diplomate britannique, et lui et ses compagnons de lutte avaient obtenu un sauf-conduit vers Cuba en échange de la libération de Cross. Et donc, Pedro Ruiz, un jeune réalisateur québécois, présente ce docu-fiction-là. On va le rejoindre par Zoom tout de suite. Monsieur Ruiz, bonjour. Bonjour Philippe. C'est pas un documentaire, c'est pas non plus un film biographique, c'est un peu un mélange des deux genres avec une bonne louche d'onirisme, de poésie. Pourquoi cette forme-là, Pedro? Tout à fait, c'est un film que va entre lo real y lo real y lo excessif, je dirais. Et bien sûr, j'utilise ces artifices, ces artiluges pour raconter la histoire que je voulais raconter. Vous savez, quand Jack avait publié son livre, Les Ouais, Places difficiles, en 2010, ouais, vous êtes j'ai eu la inspiré de ce chance. film-là beaucoup, hein, je pense. Comment? Vous êtes inspiré de ce livre-là de M. Langto. C'est Je, quoi le je, titre? euh, je- j'ai acheté les droits même Ah, vous de avez ce acheté les droits, ouais. livre-là et on fait une transposition de ce livre-là. Et vous savez, quand on raconte une histoire à nouveau, c'est comme si on la racontait d'une autre façon différemment, ça c'est sûr. Et je transpose un peu ces mémoires et je me suis dit, bon, pour réussir à que les gens reçoivent ces murmures que je voulais montrer, ça veut dire la dépossession que donne d'être un exilé, je me suis dit, bon, on va jouer avec ces deux figures, un peu le réel et le documentaire, et la fiction, mais tout à fait, c'est vrai semblant, ce sont des choses qui sont passées pas mal, ce sont des faits Ouais. qui sont arrivés. Mais pourquoi Jacques Langto? Pourquoi ce personnage-là? D'abord, comment vous avez fait sa connaissance comme figure historique de l'histoire contemporaine du Québec? Bon, dans ce cas-là, je suis rentré au Québec en 2002 et je connu Jacques en 2005, imagine. Mhm. À l'époque, je voulais tourner un film sur l'écrivain cubain Pedro Juan Gutiérrez. Et Jacques, c'était un éditeur il avait Jacques Lanton, éditeur, maison éditoriale. Et à l'époque, elle publiait un poème qui s'appelait Moi et une nègre voluptueuse de Pedro Juan Gutiérrez. Vous savez, Pedro Juan Gutiérrez, c'est lui qui écrit Turgista de la Havane, ça est devenu un best-seller. Et à ce moment-là, je fais ce documentaire, j'ai réussi à le passer à la télé, etc., etc. Et je le rencontre à nouveau en 2009 quand je fais mon film sur Daniela Ferrière, La dérive douce, une femme de Petit Wavre. Oui. Mais cette fois-là, je l'ai rencontré à La Havane, dans les jardins de l'Hôtel National, parce que Jacques avait édité les premiers 11 livres de Dani. Mhm. Même c'est merci à Jacques que son premier livre de Dani est Ah oui. divisé en deux. Et il avait telle sorte de circonstances. Et quand on m'a donné cette interview, et c'est fini, on parlait de Dani, bien sûr, Dani La Ferrière. À la fin, il tourne, il me dit, Pedro, dans ce balcon-là, je passais telle année de ma vie, 80 années de ma vie, dans la chambre de l'huitième étage de l'Hôtel National à La Havane. Ouais. Ben, parlez-nous justement un peu de Jacques Langto. En 60, en 70 à La Havane. Il y a quoi, 25, 26 ans? Oui, dans 5 ans, il arrive avec les 5 ans, et sa femme est enceinte, elle part avec son enfant Boris et des autres membres de la cellule de libération. Et, Il obtient refuge à il avait Cuba, donc, et exactement, parce qu'il avait un salvoconducto pour libérer M. ouais. Cross après presque 2 mois de captivité. Et c'était en décembre qu'il part là-bas, et il arrive, il est le lendemain, sa femme a le bébé. Oui, elle était enceinte de Enceinte. 9 mois dans l'avion vers Cuba. Oui, Et elle accouche elle accouche le tout lendemain. de suite en arrivant à Cuba. Le lendemain de leur arrivée. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Et ça commençait comme ça son Ouais, périple son périple là-bas. cubain, ouais. Bien sûr, elle a passé 4 ans de sa vie en train de revenir tout le temps avec sa valise à côté, sans jamais refaire sa vie.
parce que son intérêt principal, c'est de revenir pour continuer la lutte armée. Oui. Alors, il est logé dans un hôtel à La Havane au huitième étage. L'hôtel s'appelle comment déjà? Et C'est l'hôtel national, Oui, l'Hôtel National. oui. Cet hôtel-là, il existe encore, hein? Je pense que vous le Oui, trouvez. à l'époque, c'était pas un hôtel assez connu parce que c'est un hôtel que recevait la guerre, les guerrilleros des autres moments. Il ne faut pas oublier que c'est un moment turbulent en Amérique latine surtout. Les dictatures, c'était partout, Ouais, Nicaragua, Haïti, Équateur et des autres, Argentine. Et Cuba faisait recevoir ces gens-là pour les donner soit des soins médicaux, soit les entraîner ouais, idéologiquement les armes. Mais aujourd'hui, si tu vas à Cuba, c'est un hôtel super populaire, un hôtel luxurieux pour les touristes. ouais. Et vous l'avez évoqué un peu, la situation de M. Langto à Cuba, elle est ambiguë en 70 parce que effectivement, lui, son rêve, c'est de préparer la révolution au Québec à partir de la Havane. Sauf qu'il est à Cuba et à ce moment-là, le Fidel Castro chérit ses relations diplomatiques avec le Canada de Pierre-Éliott Trudeau. Le Canada qui est un des deux ou trois seuls pays du monde qui entretient des relations diplomatiques d'ailleurs avec Cuba. Les deuxièmes, seulement c'était Mexique et Cuba, pas Ouais, plus que voilà, Mexique et Canada. Canada, Ouais, excusez-moi, c'est ça. Mexique et Canada. Et tu as tout à fait raison, une de mes thèses que je déploie de façon couverte dans les films, c'est que la relation de Papa Trudeau et Fidel Castro a nuit complètement la cause de l'FLQ, ça c'est sûr, ça a contribué Oui, a que ça dispare parce que a différence des autres groupes de la guérilla de Latinoamérique et du monde, aller s'entraîner là-bas, pour les FLQ c'était interdit. voilà. Les autorités cubaines ont refusé d'ailleurs d'entraîner Jacques Langto. Jacques Lanto et le reste de la FLQ, aucun FLQ. Même La Habana se fâchait beaucoup quand les avions étaient détournés, il y avait 2 ans avant, 68, des avions des États-Unis sont détournés pour le FLQ et ils sont atterris à La Habana. Et Fidel Castro voulait pas ce truc de Oui, trucs, non? Ce sont des trucs. Mais dans le cas de l'FLQ, ils ont eu ce que j'appelle, et Jacques l'appelle aussi dans ses mémoires, dans son livre, carte blanche. Ça veut dire, ils pouvaient manger, prendre tout l'alcool du monde, etc. Mais c'était pas mal dans une sorte, si on parle de l'espace, dans une sorte de prison, je dirais. oui. Une prison Confiné dans une luxueuse, ouais. chambre, il avait le Ouais. droit à sortir, bien sûr, mais tout était un peu à la Contrôlé. surveillance. Ouais. Oui. Euh, le film est intéressant. D'abord, M. Langto est toujours vivant. Vous l'avez amené à Cuba, si je comprends bien. Il est vivant, il habite moitié-moitié maintenant, il habite parte de sa vie à Cuba, la moitié ici. Il a une petite maison à La Havane. Et Oui, dans votre film, on a, on le voit, mais vous l'avez fait incarner jeune par un acteur que j'aime beaucoup, un acteur québécois qui s'appelle Martin Dubreuil. Martin Dubreuil, pour les auditeurs, c'est lui qui tenait le rôle de Félix dans le très beau film Félix et Méra, sur l'histoire d'amour entre un jeune artiste bohème de Montréal et une juive assidim. Et c'est lui donc qui incarne le jeune Jacques Langto. Qu'est-ce qui vous plaît dans Martin Dubreuil? je trouve que c'est un magnifique acteur et surtout pour recalquer la solitude et la dualité et l'absurdité aussi. Je trouvais qu'on pouvait utiliser Martin pour incarner, véhiculer tous ces messages les, les mémoires de Jacques, Ouais. mais à la fois dans les films, Jacques, il est là, il est présent. On le voit à côté, mais pendant que Martin jazz avec les barman, on voit Jacques de loin. On commence à voir Jacques doucement dans les films, Mhm, doucement. Il est là. Je dirais pas un fantôme, je dirais plutôt un témoin de soi-même. mhm. Parce que, comme je disais tantôt, je remarque la déposition d'être un exilé. Et c'est pour ça qu'on voit tout le temps Martin Duroy en train de danser seul, même s'il ne danse pas comme un cubain, de flirter avec ce Cuba, Mhm. d'essayer de refaire de se réentraîner pour revenir. Mais on voit tout ce parcours que donne un échec total parce que son intérêt c'est revenir. Je trouve que c'est un acteur formidable et on a fait une magnifique connexion en travaillant là-bas. On a travaillé aussi avec Luis Alberto Garcia, c'est un grand acteur cubain. Le serveur, là, c'est ça? Celui qui joue le serveur? Les Le barman, barman, ouais, voilà. oui, les barman se répètent tout le temps. Mhm.
dans ses conversations avec Martin. Qui incarne un peu l'âme de Cuba dans ces dialogues-là avec Et la c'est le révolution philosophe, je québécoise. dirais. Ouais. C'est le philosophe. Il écoute Jacques dans ses soirées arrosées, comme je disais tantôt, avec beaucoup d'alcool et dans ses réflexions. Et on a travaillé aussi avec Jérôme Minière, le musicien Ouais. dont vous avez Fait jouer une tantôt chanson. le Ouais. programme. Et des autres vraiment que je sais, c'est un film que c'est un cadeau aussi pour le Québec parce que tu vois, on fait un film avec Martin Dubrow, que c'est un privilège pour moi, Mhm. mais à la fois on montre à Québec à Luis Alberto Garcia ou à Lola Mores ou de Marceau, des archives du cinéma de 1968, des mémoires de développement, mettons, las horas de los hornos, des films qui à l'époque marquaient beaucoup la situation aussi. Ouais. Pedro, une dernière question. Est-ce que c'est un film sur la fin de quelque chose, sur la fin d'une aventure révolutionnaire au Québec, à Cuba, ou bien c'est un film sur une lutte qui continue, qui se poursuit, sur un rêve inachevé? Je dirais que je pense que c'est Gaston Milon qui l'a dit, c'était pas moi, il a dit c'est en tant que n'a pas fait l'indépendance, il était à faire, il est à faire. Ouais. Ça c'est le cas de Lanto, c'est un gars qui croit ses convictions. Dans mon cas, je voulais juste montrer le romanticisme, la naïveté aussi, Ouais. et, mais d'une façon plus poétique, une façon Mhm. plus nostalgique. Ouais. De ces moments d'un gars qui, comme tu disais tantôt, à 25 ans, 24 ans, il voulait changer le monde. Ouais. Il n'a pas réussi, bien sûr. Documentaire très beau qui s'appelle Le huitième étage, jour de révolte, docu-fiction plutôt. Il est présenté ce soir, donc à Québec, à 19h30, au pavillon Louis-Jacques Cassot de l'Université Laval, à l'auditorium 1630, donc 1630. Pedro, est-ce que vous allez être là en personne? Tout à fait, oui. Ah, Je vous allez être pars en de personne. maintenant à OK. Québec avec ma fille. Je passerai d'aujourd'hui jusqu'à le dimanche. Le samedi, il va se présenter à Le Diamant, le film Ouais. aussi à Honor. Samedi au Diamant, donc. Et ce soir, vous serez là, puis il y aura une période d'échange entre vous et Tout à les fait. Je serai spectateurs. là présent. Métro, merci beaucoup, Pedro. Bon Merci séjour Philippe, à c'était Québec. vraiment gentil. Au plaisir, au revoir. Bonne journée.